s'il n'y a personne pour vous détester, c'est simple. Vous n'exercez aucun pouvoir réel. L'absence de haine n'est pas un signe d'harmonie. C'est le signe que vous n'avez jamais contraint qui que ce soit à perdre quelque chose. Le pouvoir authentique n'apparaît qu'au moment où une décision crée un déséquilibre. Et tout déséquilibre produit un perdant. Le perdant ne remercie jamais. Il nourrit du ressentiment. Chaque acte de pouvoir trace une ligne. D'un côté, ceux qui gagnent. De l'autre, ceux qui sont écartés, limités, contournés. Ces derniers ne voient pas une décision. Ils voient une fermeture. Une porte qui se referme sur eux. La haine n'est pas une émotion morale. C'est une réaction mécanique à la perte de contrôle. Être aimé de tous signifie une chose précise. Vous n'avez jamais décidé. Vous avez évité. Vous avez temporisé. Vous avez dilué. Celui qui cherche l'adhésion universelle choisit l'inaction comme stratégie. Il confond l'absence de conflit avec la paix. Mais la paix obtenue par la non-décision n'est pas du pouvoir. C'est une neutralité confortable. Et la neutralité ne dirige rien. Le pouvoir véritable ne caresse pas. Il tranche. À l'instant où vous choisissez une direction, vous éliminez les autres. À l'instant où vous imposez une limite, quelqu'un se heurte à cette limite. À l'instant où vous avancez, quelqu'un reste derrière. La haine naît ici non pas parce que vous êtes injuste, mais parce que vous êtes décisif. Ceux qui n'ont jamais été détestés n'ont jamais été responsables d'un résultat. Ils ont été présents, peu, être, sympathiques, sans doute, mais jamais déterminants. La vérité est brutale, et sans réconfort, le pouvoir réel crée toujours des ennemis invisibles avant de produire des résultats visibles. Et plus l'impact est fort, plus la rancœur est profonde. Ce n'est pas un dysfonctionnement du système, c'est le système. Si vous voulez être aimé, évitez de décider. Si vous décidez, acceptez d'être haï. Il n'y a pas d'entre-deux durable. Le pouvoir ne naît pas du consensus. Le consensus est l'ennemi naturel du pouvoir. Là où tout le monde est d'accord, rien ne change réellement. Le pouvoir commence à l'instant précis où une direction est choisie et où toutes les autres sont abandonnées. Choisir, ce n'est pas additionner des volontés, c'est éliminer des options. Chaque décision ferme des portes, et derrière chaque porte fermée, quelqu'un reste dehors. Le mythe moderne prétend que le pouvoir devrait rassembler, apaiser, inclure. C'est une illusion confortable. En réalité, le pouvoir ne rassemble qu'après avoir exclu. Il ne stabilise qu'après avoir créé une rupture. Toute orientation claire produit mécaniquement une opposition, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est définitive, décidée. C'est retirer des possibilités aux autres. Et personne n'accepte cela sans résistance. C'est ici que la haine apparaît, pas comme une réaction émotionnelle excessive, mais comme une réponse logique à la perte d'accès, perte d'influence, perte d'espoir. Ceux qui sont écartés ne vous jugent pas sur vos intentions. Ils vous jugent sur ce que votre choix leur a retiré. Être détesté n'est donc pas une erreur de gouvernance. C'est le coût structurel de la clarté. Les figures sans ennemis sont des figures sans direction. Elles naviguent dans le flou pour éviter le rejet. Elles parlent de collaboration pour masquer l'absence de décision. Elles confondent l'approbation avec la légitimité. Mais la légitimité réelle ne vient jamais de l'accord général. Elle vient de la capacité à maintenir un cap malgré l'opposition. Le consensus protège l'ego. La décision expose. Et cette exposition est inévitable pour quiconque exerce un pouvoir réel. Chercher à être compris de tous, c'est déjà reculer. Chercher à être aimé, c'est déjà négocier sa position. Le pouvoir ne se négocie pas avec les émotions collectives. Il s'impose par la constance. Si personne ne vous en veut, c'est que personne n'a perdu à cause de vous. Et si personne n'a perdu, c'est que vous n'avez rien dirigé. Être haï n'est pas un accident. C'est la preuve que vous avez choisi et que votre choix a compté. Ce que Machiavelli disait réellement de la haine. Nicolas Machiavel ne s'est jamais demandé comment être aimé. Cette question n'a aucun intérêt stratégique. Être aimé rend dépendant. Être aimé exige de plaire. Et celui qui doit plaire remet son pouvoir entre les mains de ceux qu'il cherche à satisfaire. Machiavel, lui, posait une question autrement plus froide. Comment ne pas être remplacé? C'est là que se situe la rupture fondamentale. L'amour est instable. La nécessité ne laisse pas. Être aimé signifie que votre position repose sur l'émotion des autres. Or l'émotion change. Elle se retourne. Elle se fatigue. Le jour où l'affection disparaît, le pouvoir s'effondre avec elle. C'est pourquoi l'amour, dans les structures de pouvoir, est toujours une faiblesse déguisée.
Il crée une attente permanente, rester aimable, et rester acceptable, et rester conforme. La haine, en revanche, n'est pas dangereuse en soi. Ce qui est dangereux, c'est l'inutilité. Machiavel l'avait compris avec une lucidité brutale, un dirigeant peut être haï et rester en place. Tant qu'il est indispensable, il peut être critiqué, attaqué, contesté, mais s'il est nécessaire au fonctionnement du système, il tient. À l'inverse, un dirigeant aimé mais remplaçable disparaît dès que le vent tourne. Aimé fragile, haï mais nécessaire durable. La haine ne détruit pas le pouvoir, elle le révèle. Elle indique que votre position crée une contrainte, que votre présence bloque certaines ambitions, que votre décision ferme des chemins. Les individus ne haïssent pas ce qui est faible, ils haïssent ce qui les empêche. Machiavel ne cherchait pas la paix émotionnelle, il cherchait la stabilité du pouvoir. C'est pourquoi il se méfiait de ceux qui voulaient être aimés du peuple comme d'un objectif en soi. L'amour populaire est volatile. Il se donne sans coup et se retire sans avertissement. La nécessité, elle, impose un coût à la disparition. Et le pouvoir protège toujours ce qui serait coûteux à perdre. Être aimé vous expose. Être nécessaire vous protège. La haine devient alors secondaire. Elle fait du bruit, mais elle ne déplace pas la structure. Ce qui compte n'est pas ce que les autres ressentent à votre égard, mais ce qu'ils risquent si vous n'êtes plus là. Machiavel ne demandait pas l'adhésion, il exigeait l'irremplaçabilité. Voilà la leçon que beaucoup refusent d'entendre dans le jeu du pouvoir. Il vaut mieux être contesté que facultatif. Et tant que votre disparition créerait un vide, la haine ne sera jamais qu'un bruit de fond, jamais une menace réelle. Pourquoi le pouvoir déclenche la haine? La haine ne naît pas de l'injustice, elle naît de la hiérarchie. L'être humain tolère mal 3 choses fondamentales, l'ordre vertical, la limite imposée, et la présence de quelqu'un au-dessus de lui. Le pouvoir active ces 3 dimensions simultanément. Dès qu'une position s'élève, elle rappelle aux autres leur place relative. Et cette comparaison forcée produit une tension immédiate. On ne hait pas ce qui est égal. On hait ce qui domine. La hiérarchie expose une réalité que beaucoup refusent d'accepter. Tout le monde n'est pas au même niveau. Lorsqu'un individu incarne une position supérieure, il matérialise cette inégalité. Il devient un miroir inconfortable, non pas parce qu'il est immoral, mais parce qu'il rend visible un écart. La limite, elle, est encore plus violente. Une limite dit non. Elle met fin aux illusions d'accès illimité, de progression automatique, de reconnaissance garantie. Celui qui pose une limite retire une possibilité. Et retirer une possibilité est toujours vécu comme une agression. Peu importe la légitimité de la décision, ce qui est ressenti, c'est la perte. Enfin, il y a la figure de celui qui est au-dessus, pas moralement, structurellement. Cette position déclenche une réaction primitive. Elle rappelle la dépendance, la contrainte, l'impuissance relative. La haine devient alors un mécanisme de défense psychologique. Elle permet de transformer une infériorité ressentie en accusation projetée. Si l'autre est détestable, alors la hiérarchie devient injuste. Et si elle est injuste, elle peut être rejetée. C'est pourquoi vous n'êtes pas haï parce que vous avez tort. Vous êtes haï parce que vous êtes hors d'atteinte. La haine vise rarement l'erreur. Elle vise la position. Elle vise ce qui ne peut pas être contesté facilement. Ceux qui résistent, ceux qui ne cèdent pas. Les individus n'attaquent pas ce qu'ils peuvent atteindre. Ils attaquent ce qui leur échappe. Le pouvoir cristallise cette frustration. Il devient un point fixe autour duquel le ressentiment s'organise. Plus votre position est claire, plus la réaction est intense, plus vous êtes cohérent, plus l'hostilité se structure. Non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous êtes stable. La stabilité empêche l'espoir de vous voir tomber par vous-même. Comprendre cela change tout. La haine n'est plus un signal d'erreur, mais un indicateur de hauteur. Si personne ne vous déteste, c'est que personne ne se sent limité par vous. Et si personne ne se sent limité, c'est que vous ne contrôlez rien. Le pouvoir ne déclenche pas la haine par accident. Il la révèle comme une conséquence logique de la position occupée. Qui te déteste le plus? Ce ne sont jamais les ennemis déclarés. Les ennemis ouverts sont visibles, prévisibles, souvent maladroits. Leur hostilité est frontale, donc gérable. Le vrai danger et la vraie haine vient d'ailleurs. Elle vient de ceux qui n'avaient aucune raison de te combattre, tant que tu étais faible. La haine la plus intense ne naît pas du conflit. Elle naît de la perte d'avantage. Le premier groupe est celui qui bénéficiait de ta faiblesse.
Quand tu étais disponible, conciliant, dépendant, facile à orienter, ces personnes ne te voyaient pas comme un égal, encore moins comme une menace. Elles te percevaient comme une ressource. Ton écoute les valorisait, ton hésitation leur donnait de l'espace. Ton besoin leur donnait du pouvoir. Quand tu t'élèves, ce confort disparaît, et ce qui disparaît laisse toujours une trace amère. Le deuxième groupe est celui qui perd du pouvoir quand tu deviens fort. Pas parce que tu leur as pris quelque chose directement, mais parce que ta montée réduit leur marge. Ton autonomie raccourcit leur influence. Ta décision annule leur capacité à orienter, retarder, manipuler. Ils ne perdent pas une position officielle, ils perdent une domination implicite. Et c'est précisément ce type de perte qui déclenche la rancune la plus profonde. Le troisième groupe est le plus dangereux, ceux qui ne peuvent plus te contrôler. Ils ne te détestaient pas tant que tu étais prévisible, tant que tu expliquais, tant que tu cherchais l'accord, tant que tu ajustais ton comportement à leurs attentes. Le moment où tu cesses de demander, de justifier, de t'excuser, leur perception bascule. Ils ne voient plus un partenaire. Ils voient une zone qu'ils ne maîtrisent plus. La haine apparaît alors comme une tentative de reprise de contrôle. Ce n'est pas une émotion morale. C'est une réaction à la perte de privilèges. Personne ne déteste quelqu'un qui ne change rien à sa position. On déteste celui qui modifie l'équilibre. C'est pourquoi cette haine est souvent silencieuse, indirecte, enveloppée de critiques morales ou de jugements de caractère. On t'accusera d'être devenu froid, arrogant, dur, distant, non parce que tu l'es devenu, mais parce que tu n'es plus accessible. La vérité est simple et brutale, la haine est le langage de ceux qui perdent un droit qu'ils croyaient acquis. Ils ne te haïssent pas pour ce que tu fais, ils te haïssent pour ce qu'ils ne peuvent plus faire sur toi. Comprendre cela est essentiel. Cela t'empêche de chercher à réparer ce qui ne doit pas l'être. La haine n'est pas un appel au dialogue. C'est un signal que ton changement est réel. Et plus ce changement est irréversible, plus la haine devient stable. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un prix à accepter. Car chaque fois que quelqu'un te déteste pour avoir repris ta position, cela signifie qu'un ancien privilège vient de mourir. Les dirigeants les plus détestés de l'histoire. La haine n'est pas une anomalie du pouvoir, elle en est une conséquence logique. Regarde ceux qui ont réellement dirigé, pas administré, pas accompagné, mais imposé une direction claire quand le coup était élevé. Steve Jobs, brillant, visionnaire, et profondément détesté par une partie de ses propres équipes. Jobs n'a jamais cherché à être aimé. Il exigeait, il tranchait, il humiliait parfois, non par cruauté gratuite, mais parce qu'il refusait que les émotions ralentissent la décision. Ceux qui ne tenaient pas la pression le haïssaient. Ceux qui comprenaient le résultat acceptaient le prix. Margaret Thatcher, surnommée la Dame de Fer, non pour sa chaleur humaine, mais pour son refus absolu de céder à la rue. Elle a détruit des privilèges anciens, fermé des industries entières, ignoré la colère collective. Elle a été haïe, caricaturée, diabolisée, mais jamais contournée. Elle n'a pas gouverné par consensus, elle a gouverné par direction. Napoléon Bonaparte, adulé par certains, exécré par d'autres. Napoléon ne négociait pas avec l'opinion. Il avançait, il réorganisait, il décidait à une vitesse que les structures anciennes ne pouvaient pas suivre. La haine qu'il suscitait venait moins de ses défaites que de son existence même. Il incarnait une hiérarchie claire dans un monde qui voulait encore débattre. Winston Churchill. Churchill n'était pas aimé. Il était nécessaire. Pendant la guerre, son rôle n'était pas de rassurer, mais de tenir. Après la guerre, une fois la nécessité passée, il a été rejeté par les urnes. C'est une leçon brutale. Le pouvoir réel n'est pas récompensé par la gratitude. Il est toléré tant qu'il est indispensable. Le point commun entre tous ces noms n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni même la morale. Le point commun est ailleurs. Ils ne se sont jamais excusés d'avoir décidé. Ils n'ont jamais négocié avec les émotions de la foule. Ils n'ont jamais cherché à être aimés pour être suivis. Ils ont compris une loi que peu acceptent: le pouvoir durable n'est pas fondé sur l'adhésion émotionnelle, mais sur la capacité à tenir une direction quand elle dérange. Être aimé rend fragile. Être nécessaire rend solide. Ces leaders n'ont pas été haïs parce qu'ils étaient mauvais. Ils ont été haïs parce qu'ils ont imposé des limites, créé des perdants et refusé de reculer pour préserver leur image. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont rassuré tout le monde. Elle se souvient de ceux qui ont assumé d'être détestés et ont maintenu le cap. La haine n'a jamais disqualifié le pouvoir. Elle en a souvent été la preuve.
L'erreur mortelle, vouloir être aimé, le moment précis où tu cherches à plaire, le pouvoir commence à se retirer. Pas brutalement, silencieusement. Chercher à être aimé n'est jamais neutre. C'est un signal, et le pouvoir lit les signaux avant d'entendre les discours. À l'instant où tu ajustes ta décision pour préserver l'affection, tu révèles un besoin, le besoin d'approbation, le besoin de validation, le besoin d'être accepté, et le besoin est toujours une faiblesse structurelle. Dès que ce besoin apparaît, 3 choses se produisent simultanément, même si personne ne les formule. Premièrement, tu exposes ton point de pression. Celui qui comprend que tu veux être aimé, comprend aussi comment te faire plier. Il suffit de menacer ce lien. Retirer l'affection devient un levier. Deuxièmement, tu abaisses ta position. Celui qui cherche à plaire se place en dessous de celui qu'il cherche à satisfaire. Ce n'est pas psychologique, c'est hiérarchique. Le pouvoir ne circule jamais vers celui qui demande à être accepté. Troisièmement, tu invites l'empiètement. Quand tu montres que tu négocies avec les émotions, les autres testent jusqu'où tu cèdes. Une concession en appelle une autre. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est une lecture rationnelle de ta limite. Le dirigeant qui veut être aimé devient prévisible. Et la prévisibilité est une porte ouverte. On le contourne. On le presse. On l'épuise. Il croit construire de la loyauté. Il fabrique de la dépendance inversée. L'histoire du pouvoir est claire sur ce point. Ceux qui cherchent l'amour cherchent la permission. Et ceux qui demandent la permission ne la conservent jamais longtemps. Être aimé donne l'illusion de la sécurité. Mais cette sécurité repose sur une condition continuée à satisfaire. Le jour où tu refuses, l'amour se retourne. Il devient ressentiment, puis hostilité. C'est pourquoi le besoin d'être aimé est si dangereux. Il attache ton autorité à l'humeur des autres. Le pouvoir réel ne s'ancre pas dans l'affection. Il s'ancre dans la nécessité. On peut aimer un dirigeant, mais on ne doit jamais dépendre de cet amour pour obéir. Celui qui a besoin d'être aimé gouverne, tant que l'émotion tient. Celui qui accepte d'être détesté gouverne, tant que la structure tient. Et la structure dure toujours plus longtemps que l'affection. Vouloir être aimé est humain. Vouloir conserver le pouvoir exige d'y renoncer. Ne pas expliquer. Ne pas se justifier. Le pouvoir commence à se dissoudre au moment où tu ressens le besoin d'expliquer. Expliquer trop, c'est déjà reculer. Se justifier, c'est admettre implicitement que la décision pouvait être négociée. S'excuser d'avoir tranché, c'est annoncer que tu doutes de ta propre position. Le pouvoir ne s'effondre pas par une attaque frontale. Il s'érode par la parole excessive. Chaque explication supplémentaire déplace l'axe. La décision n'est plus le centre. L'émotion des autres le devient. Quand tu expliques, tu invites le débat. Quand tu te justifies, tu invites le jugement. Quand tu cherches à prouver que tu es bon, tu invites l'évaluation morale. Et le pouvoir ne survit jamais à l'évaluation. Un dirigeant qui explique trop enseigne aux autres qu'ils ont le droit de comprendre avant d'obéir. Un dirigeant qui s'excuse enseigne que la décision peut être contestée. Un dirigeant qui veut être perçu comme juste enseigne que son autorité dépend de l'approbation. C'est ainsi que le contrôle change de main. Le pouvoir n'exige pas d'être aimé. Il n'exige même pas d'être compris. Il exige seulement d'être pris en compte. Les figures réellement puissantes parlent peu après avoir décidé. Non par arrogance, par économie. Chaque mot en trop ouvre une faille. Chaque justification crée une prise. Chaque tentative de convaincre révèle une insécurité. La vérité est inconfortable, mais simple plus tu expliques. Qu'au moins ta décision tient par elle-même. Les décisions fortes n'ont pas besoin d'être défendues. Elles s'imposent par leurs conséquences. C'est pourquoi les leaders solides ne débattent pas après avoir tranché. Ils observent. Ils laissent les réactions se manifester. Ils ne corrigent pas l'inconfort, car l'inconfort n'est pas une erreur. C'est la preuve qu'une limite a été posée. Celui qui a du pouvoir accepte de ne pas être compris immédiatement. Il sait que la compréhension vient plus tard, quand l'adaptation a déjà eu lieu. Expliquer, c'est chercher à rassurer. Le pouvoir n'a pas pour fonction de rassurer. Il a pour fonction d'orienter. Et l'orientation ne se négocie pas avec des mots. Elle s'impose par le fait que, malgré l'incompréhension, tout le monde ajuste quand même son comportement. Voilà le critère final. Si tu dois expliquer pour que ta décision tienne, alors ce n'était pas encore du pouvoir. Transformer la haine en bouclier. La haine n'est pas un problème à éliminer. C'est une matière première. La plupart des gens font la même erreur. Ils cherchent à calmer la haine, à la corriger, à la désamorcer. Ils parlent, ils expliquent, ils ajustent leur posture.
Et c'est précisément ainsi que la haine commence à mordre. La haine n'est dangereuse que lorsqu'elle provoque une réaction, lorsqu'elle te force à bouger. La première règle est donc le silence. Pas un silence passif, un silence ferme, non négociable. Se taire face à la haine. Ce n'est pas fuir. C'est refuser de reconnaître la légitimité de l'attaque. C'est signaler que la haine n'a aucun pouvoir de réorientation. La deuxième règle est de maintenir la direction. La haine teste toujours une chose, vas-tu dévier? Chaque critique, chaque attaque, chaque tentative de disqualification vise le même objectif, provoquer un ajustement, un recul, un compromis. Si tu changes de cap, la haine a gagné, non parce qu'elle avait raison, mais parce qu'elle a prouvé qu'elle pouvait te déplacer. Rester sur la même trajectoire transforme la haine en impuissance visible. La troisième règle est l'immuabilité de la position. Ne pas corriger le ton, ne pas adoucir la décision, ne pas reformuler pour plaire. La haine a besoin de fissures. L'absence de fissures la prive d'oxygène. Quand tu restes silencieux et stable, constant, quelque chose se produit. La haine cesse d'être un outil. Elle devient un mur contre ceux qui l'expriment. Car les personnes qui te détestent doivent alors affronter une réalité brutale, tu es toujours là. Rien n'a changé. Leur colère n'a produit aucun effet. Et cette réalité est insupportable pour eux. La haine n'a de valeur que si elle modifie le réel. Si elle ne le fait pas, elle se retourne contre celui qui la porte. C'est ainsi qu'elle devient un bouclier. Non pas parce qu'elle te protège activement, mais parce qu'elle révèle publiquement qui n'a plus de prise. Un pouvoir qui résiste à la haine devient opaque, difficile à attaquer, difficile à lire, difficile à déplacer. À ce stade, la haine ne t'affaiblit plus. Elle te signale. Elle indique que ta position est suffisamment élevée pour provoquer une réaction et suffisamment solide pour ne pas y répondre. C'est là que le rapport de force se fige. Tu ne combats pas ceux qui te haïssent. Tu les obliges à vivre dans un monde où tu ne changes pas. Et ce monde leur rappelle, jour après jour, qu'ils ont perdu toute capacité d'influence. La haine cesse alors d'être une menace. Elle devient la preuve silencieuse que ton pouvoir tient. Être détesté n'est pas un échec. C'est un indicateur. On n'attaque jamais ce qui est insignifiant. On ne hait jamais ce qui n'influence rien. La haine apparaît uniquement lorsque tu occupes une hauteur suffisante pour devenir une cible. Lorsqu'une décision que tu prends ferme des options, lorsqu'une direction que tu imposes crée des perdants, lorsqu'un refus de ta part bloque des attentes qui semblaient acquises. Si personne ne te déteste, il n'y a que 3 explications possibles. Soit tu n'as jamais réellement dirigé, soit tu n'as jamais tranché quand le coup était réel, soit tu n'as jamais détenu de pouvoir qui compte. Le consensus est confortable, il est aussi stérile. Le pouvoir réel commence là où l'unanimité devient impossible, là où chaque choix exclut, là où chaque décision redistribue les avantages. À cet endroit précis, la haine n'est plus une anomalie émotionnelle, elle devient une réaction structurelle. Chercher à l'éviter, c'est déjà reculer. La corriger, c'est lui donner une importance qu'elle ne mérite pas. La craindre, c'est lui céder de l'espace. Les figures qui ont marqué l'histoire n'ont pas été haïes par accident. Elles ont accepté ce prix à l'avance, non par goût du conflit, mais par lucidité. Elles savaient qu'un pouvoir qui ne dérange personne ne pèse rien. La haine n'est pas le signal que tu as mal agi. Elle est souvent le signal que tu as agi tout court. Le véritable seuil du pouvoir se franchit ici au moment où tu cesses de mesurer ta position à l'approbation et où tu acceptes d'être évalué par l'impact. Quand tu comprends que la haine n'est pas à corriger mais à traverser, quelque chose se fige. Tu ne te déplaces plus sous la pression. Tu ne ajustes plus ton cap pour calmer les réactions. Tu avances. Et c'est précisément à cet instant que le rapport de force se stabilise. Le pouvoir ne commence pas quand on t'aime. Il commence quand tu peux être détesté et continuer quand même. Sans t'expliquer, sans reculer, sans demander la permission.